Bonjour Jean-Luc, je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Jean-Luc, Maria, c'est le pitch, 1 minute. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Présentez-nous votre société. Alors bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Maria, je suis CEO et cofondateur de la société Exotrail. Donc je vais d'abord prendre 3 secondes pour définir Exotrail, puis après on va prendre la minute. 3 secondes, Exotrail, c'est le futur FedEx de l'espace. Donc je pense qu'avec ça, vous avez compris ce qu'on fait. Exotrail répond à un nouveau besoin. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, vous avez des routes commerciales qui se sont ouvertes. Vous avez d'abord eu la route commerciale terrestre, et puis les routes maritimes, et puis les routes aériennes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle route commerciale qui est en train de s'ouvrir, qui est la route vers l'espace. Donc de la Terre vers l'espace, et en particulier vers l'orbite basse. Et en fait, ça répond à une accélération de l'économie de marché, aussi dans l'espace. Et vous allez avoir des besoins de mobilité à adresser une fois que vous êtes dans l'espace. Vous devez, quand vous déployez un satellite, rejoindre votre position opérationnelle pour que votre satellite fonctionne de la façon la plus nominale possible. Il vous faut maintenir sa position tout au long de sa durée de vie pour maximiser ses performances et ses revenus. Et puis pendant sa vie, de plus en plus, il va falloir éviter des collisions, parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans l'espace. Et en fin de vie, pour des raisons de durabilité de l'espace, il va falloir imaginer des solutions pour dépolluer et enlever en fait le satellite de sa position. Donc en fait, vous avez des besoins de mobilité. Et au même titre que sur Terre, vous avez des acteurs de la mobilité qui se sont créés, comme des FedEx, des UPS et d'autres que vous connaissez très bien. Et bien dans l'espace, à un moment donné, il va y avoir besoin de faire émerger des leaders de la logistique spatiale. L'espace qui nous fait rêver, qui nous fait fantasmer aussi, mais pour l'instant nous allons rester sur la Terre. Avec vos débuts, tout a commencé en fait par une rencontre dans un laboratoire du CNRS. Alors effectivement, Exotrail, c'est une boîte, on va dire, deep tech. Et on est issu ce qu'on appelle d'un projet de transfert de technologie qui vient du monde académique, et en particulier du CNRS, où l'histoire a commencé effectivement par la rencontre avec un chercheur qui travaillait sur des thématiques très particulières autour des matériaux qui pouvaient s'appliquer à ce qu'on appelle de la propulsion électrique pour satellites. Donc très schématiquement, les satellites, jusqu'à il y a peu de temps, étaient propulsés par des moteurs chimiques. Et il y a une transition aujourd'hui qui est en train de se faire, un peu comme sur Terre, même si le principe n'est pas tout à fait le même, vers des moteurs électriques qui sont beaucoup plus efficaces, qui permettent d'être plus petits, miniaturisés, donc de laisser plus de place pour ce qui rapporte réellement du business dans le satellite, qui sont des caméras, des antennes, télécoms, etc. Comment vous êtes passé d'une start-up de 4 personnes à une entreprise aujourd'hui de 70 personnes? Alors aujourd'hui, on est 70 répartis sur 2 sites, en région parisienne, à Massy et à Toulouse, depuis nos débuts. On a démarré vraiment le projet à la paillasse, encore une fois, c'est une entreprise deep tech qui vient du monde académique. On a démarré à peu près en 2015-2016 avec ce chercheur. Et puis, on a à ce moment-là commencé à réfléchir à comment en faire une suite, c'est-à-dire de dépasser l'échelle du laboratoire. Et il se trouve que dans les années 2014-2015, il y a eu un programme intéressant en France qui a été de soutenir le transfert de technologie, financé par le plan d'investissement d'avenir. Et du coup, il y a des sociétés de transfert de technologie qui se sont créées. Et on est en fait allé taper à la porte d'une société de ce type-là pour financer une étape qui est cruciale en France aujourd'hui, qui est justement de faire passer une innovation de la paillasse à un état qui peut commencer à intéresser un industriel, soit existant, soit à créer. Et dans notre cas, ça a été un industriel à créer. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Exotrail officiellement en 2017. En quoi le spatial, qui est votre terrain de jeu, est-il un enjeu stratégique pour l'économie française? Alors, le spatial, c'est un des 10 axes majeurs qui a été identifié par la France d'un point de vue industriel, et en particulier dans le cadre du plan France 2030. Ce plan France 2030, il y a 3 grands axes. Il y a mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde. Et le spatial, c'est le 9e axe qui est dans mieux comprendre le monde. Alors, le spatial, effectivement, c'est ce qui permet, par rapport à la Terre, de prendre de la hauteur et donc d'observer la Terre dans sa globalité. Donc, ça permet de mieux comprendre tout un tas de phénomènes, en particulier climatiques, mais pas uniquement. Ça permet d'observer à peu près partout dans le monde, à peu près n'importe quand. C'est aussi un endroit, l'espace, où vous allez pouvoir couvrir des zones très grandes. Et en particulier, ça répond à des besoins télécoms, c'est-à-dire de la connectivité partout, tout le temps, avec le meilleur débit, avec la meilleure latence. Et ça, on peut y répondre à partir d'une infrastructure spatiale.
Et enfin, il y a un troisième volet de l'intérêt stratégique économique du spatial, c'est que le spatial devient aussi, l'espace devient aussi un nouveau terrain d'affrontement, malheureusement. Et il y a donc une préoccupation géopolitique, stratégique, de maîtriser en fait son outil spatial pour un État comme la France, qui a un historique spatial très fort. Et donc c'est ces trois composantes-là, d'observation de la Terre, de connectivité et de géopolitique stratégique, qui fait que le spatial est un des axes majeurs aujourd'hui industriels de la France. Dans l'observation de la Terre, il y a le recensement des piscines, ça fait partie aussi des axes. On peut voir les piscines et ceux qui s'y baignent depuis l'espace, oui. Vous avez parlé des enjeux effectivement géopolitiques, il y a des enjeux d'exploration spatiale. Alors la fusée n'a pas décollé hier aux États-Unis, elle partira peut-être vendredi, c'est ça? Mais on est au cœur des enjeux, hein. Alors, on est au cœur des enjeux. Ce qui est en train de se passer dans le spatial aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez ça, c'est qu'il y a une effervescence qui n'avait pas eu lieu depuis globalement la conquête de la Lune et le début de la guerre froide dans les années 70. Ça s'explique par globalement deux phénomènes, par une ouverture véritable du spatial à une vraie économie de marché. Et c'est passé par deux points qui ont été la miniaturisation des satellites, qui ont été enclenchés depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on ne développe plus des très gros satellites qui coûtent des milliards d'euros. Alors on continue un peu à en faire, mais on imagine aujourd'hui des systèmes distribués, beaucoup plus bas en altitude, avec des satellites plus petits, qui sont plus faciles à développer, qui coûtent moins cher et qui prennent moins de temps à développer, et donc ils sont un peu plus à la page en termes de technologie. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise cette ouverture à l'économie de marché, miniaturisation des satellites. Et il y a un deuxième facteur qui a été la baisse des coûts de lancement. Aujourd'hui, ça coûte un ordre de grandeur moins cher d'envoyer quelque chose dans l'espace qu'il y a 10 ans. Et ça, il y a un acteur qui est responsable de ça, qui s'appelle SpaceX aux États-Unis. Et ce qui fait que la valeur en termes de business aujourd'hui du spatial est en train de se déplacer, non plus au moment du tir pour rejoindre l'espace, mais une fois que vous êtes dans l'espace. Et là, on reboucle avec le positionnement d'Exotrail. C'est une fois que vous êtes dans l'espace, c'est pas tout à fait fini. Vous avez des besoins de mobilité, et donc vous avez besoin d'acteurs de la mobilité. Et vous en êtes un, et vous vous définissez comme une sorte de logisticien de l'espace. Vous êtes quelque part un aiguilleur de l'espace avec Exotrail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer exactement quel est le cœur de votre activité avec toutes ces petites boîtes qui sont au-dessus de nos têtes? Alors effectivement, une fois qu'on a dit qu'on était logisticien de l'espace, ça ne fait pas tout. Première chose à comprendre, c'est exactement comme sur Terre, un logisticien, il ne répond pas aux besoins logistiques avec une seule solution. Sur Terre, vous allez avoir besoin d'une flotte de bateaux, de camions, d'avions, d'entrepôts de stockage, de logiciels d'optimisation des flux, logiciels d'optimisation des routes. Et bien dans l'espace, ça va être exactement la même chose. Pour répondre aux besoins de mobilité dans l'espace, vous allez devoir proposer différentes solutions. Et ces solutions, elles vont être de différentes natures. Elles vont être des solutions logicielles, d'abord, des solutions hardware, produits, et des solutions de services. Et donc, ce qui fait la particularité d'Exotrail aujourd'hui, c'est ce positionnement qui est complexe, hein, c'est l'ambition, c'est le rêve de départ de création de la start-up, qui est de créer un acteur qui ne va pas proposer un seul produit et tout le temps pousser ce produit comme la solution miracle logistique. C'est de bien comprendre quels sont les besoins de nos clients en termes de mobilité dans l'espace et ensuite d'offrir un panel de solutions qui vont répondre à ces besoins. Donc très concrètement aujourd'hui, on développe des logiciels, ce qu'on appelle de conception mission, qui vont vous permettre de bien définir ce besoin de mobilité. Ensuite, on développe des moteurs, avec une nouvelle technologie qui est l'innovation un peu historique d'Exotrail, des moteurs électriques pour satellites. On développe un convoyeur, c'est-à-dire c'est un véhicule qui va transporter des satellites et qui va lui-même aller déployer tous les satellites qu'il contient aux positions où ces satellites doivent in fine opérer. Et on termine cette offre produit à nouveau par un logiciel, parce qu'une fois que vous êtes dans l'espace, ensuite il faut opérer vos satellites. Et il faut opérer de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible. Historiquement, quand vous développez 1, 2, 3 satellites, ces satellites coûtaient très cher, donc au sol, vous pouviez vous permettre d'avoir 1, 2, 3, 10 opérateurs. C'était négligeable dans le coût total d'opération et le coût total de votre infrastructure. Aujourd'hui, avec les systèmes distribués, ce qu'on appelle les constellations, vous pouvez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de satellites. Vous ne pouvez pas multiplier le nombre d'opérateurs au sol, et donc il y a un enjeu d'automatisation de l'opération et du mouvement des satellites dans l'espace.
les enjeux des satellites sont autour de la Terre, mais avec Artemis qui va décoller, ce seront aussi des enjeux autour de la Lune bientôt. Quels sont ces enjeux autour de la Lune? Alors, le spatial aujourd'hui est en pleine mutation. D'abord autour de la Terre. Il y a déjà cette nouvelle route commerciale qu'il faut consolider. L'espace reste un domaine compliqué en termes d'environnement. Donc ça prend du temps d'aller investir déjà ce premier terrain de jeu, entre guillemets. Néanmoins, et comme tu le mentionnes, la Lune est potentiellement la prochaine étape. Alors, elle est potentiellement la prochaine étape pour plusieurs raisons. Il y a une pure raison de ressources. Certains pensent qu'on peut résoudre des problèmes terrestres en allant récupérer des ressources sur le sol lunaire. C'est une première hypothèse. Et il y a une deuxième hypothèse un peu plus forte qui est qu'en termes d'exploration, la Lune est une première base vers un peu plus loin. Le un peu plus loin étant Mars en particulier. Et donc apprendre à recoloniser la Lune, parce qu'on l'a fait il y a 40 ans, mais on n'est pas capable aujourd'hui de refaire. Et du coup, le programme Artemis vise de réacquérir ces compétences-là. Mais l'idée quand même in fine, c'est d'avoir une base avancée pour aller ensuite un peu plus loin. Chez Exotrail, vous réfléchissez à la Lune? À faire tourner des satellites autour de la Lune? Alors, on a déjà un client, on fournit déjà un client américain. Ça, c'est une des particularités où on a décroché un contrat l'année dernière où on fournit des propulseurs. Donc, on répond aux besoins de ce client avec, dans ce cas-là, ce produit qui sont les moteurs et qui est un précurseur justement d'une constellation de télécom autour de la Lune. Aujourd'hui, vous avez du GPS autour de la Terre, vous avez des constellations de télécom où demain, vous allez pouvoir téléphoner via des satellites en orbite basse. Il n'y a aucune raison qu'on ne réplique pas ce type d'infrastructure autour de la Lune si le business lunaire se confirme petit à petit. Et donc, on embarque, et le tir est prévu en principe en fin d'année, sur un satellite qui doit aller s'orbiter autour de la Lune. C'est drôle d'entendre parler de business lunaire. Oui. Ouais, mais là, c'est au sens premier, Oui. voilà, du terme. On va terminer donc avec les questions rituelles. Votre plus grande émotion chez Exotrail? Alors l'émotion, quand on fonde une start-up, elle est quotidienne. C'est ce qu'on appelle un peu l'ascenseur émotionnel. C'est même plusieurs fois par jour, souvent. Donc l'émotion, elle est permanente depuis le début. Elle est d'autant plus vive qu'on a créé Exotrail un petit peu en avance de toute cette transformation, quand on a commencé vraiment à réfléchir au projet, donc dans les années 2015. On sentait qu'il y allait avoir une transformation, et ça venait beaucoup des États-Unis, où le modèle économique du spatial a évolué. C'est-à-dire qu'aux côtés des agences spatiales et des acteurs établis industriels, les États-Unis avaient compris que pour booster l'innovation, il fallait aussi soutenir un troisième acteur qui était des acteurs entrepreneuriaux. Et donc, c'est ce qu'on a essayé d'anticiper en France, à un moment où le spatial en France, en étant entrepreneur, c'était jamais arrivé. En tout cas en mode start-up. Et donc il y a une fierté très forte d'avoir réussi à arriver à ce moment-là et de voir aujourd'hui l'écosystème de soutien en particulier qui est en train d'évoluer. Votre plus grande joie? La plus grande joie, on reste une entreprise deep tech. La plus grande joie, ça a été la première fois qu'on a envoyé un de nos produits dans l'espace et qu'on l'a opéré avec nos solutions logicielles. Et c'était en 2020. La difficulté que vous avez réussi à surmonter, le défi qui s'est présenté à vous? Alors le défi, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On est une entreprise très particulière dans notre écosystème du spatial parce qu'on se positionne comme un acteur de la logistique. Et donc ce qu'on vise, in fine, c'est de créer une nouvelle chaîne de valeur de la logistique spatiale qui n'existe pas aujourd'hui et qui va se superposer à la chaîne de valeur classique du spatial. Et donc notre plus gros défi, c'est d'arriver à convaincre justement le marché de passer progressivement vers ce mode de service, c'est-à-dire qu'aux opérateurs spatiaux, de plus tout internaliser, mais de faire appel à des intermédiaires de la mobilité. Et c'est ça notre plus grand défi depuis notre premier jour. Comment voyez-vous Exotrail dans 10 ans? Business de la Lune, business de Mars, c'est quoi? C'est déjà d'avoir confirmé d'être le FedEx de l'espace. Ouais. C'est le premier élément, d'avoir validé ce business model global. Et donc, c'est d'avoir réussi à convaincre de façon mondiale. Le business spatial est un business nécessairement mondial dès le départ. Nos premiers clients n'ont pas été français, ils ont été internationaux. Et donc, c'est de réussir aussi, à l'échelle de 10 ans, cette internationalisation qui nous attend et comme beaucoup d'autres patrons ont témoigné. Merci Jean-Luc Maria, merci à à vous. tous. Merci. Et je demandais